Bonjour, je suis David, l'éditeur des éditions Forge de Vulcain, et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième Q&A confiné. Alors c'est un Q&A parce que vous me posez des questions et je vous réponds. Cette semaine, nous avons atteint la barre des 100 abonnés, et donc j'ai pu mettre du whisky à la place du jus d'orange. Et si on atteint les 200 abonnés, je proposerai au chat d'animer cette pastille vidéo avec moi. Autre chose avant d'oublier, on a aussi une chaîne SoundCloud sur laquelle vous pouvez entendre les entretiens confinés, qui sont des entretiens que je mène avec les auteurs et autrices des Forges pendant la période du confinement. Bien, j'ai reçu cette semaine 2 questions. La première question était sur que fait un éditeur. La deuxième question était qu'est-ce que l'auto-édition ou qu'est-ce que je pense de l'auto-édition. Ça fait 2 questions, mais je ne ferai qu'une réponse cette semaine. Et avec un peu de chance, ma réponse à la question sur que fait un éditeur répondra en creux à la question sur qu'est-ce que c'est l'auto-édition. Je remercie Alexandre B de Paris pour m'avoir posé cette question sur le rôle de l'éditeur ou de l'éditrice. Cette émission est pour toi, Alexandre. Alors, avant de répondre, 3 petites mises en garde. Tout d'abord, ce que je dis est vrai des éditions aux Forges de Vulcain, mais toutes les maisons n'ont pas la même manière de procéder et n'ont pas la même taille, n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes moyens, les mêmes circonstances de leur action. Voilà. Deuxième chose que je décris, c'est un idéal, c'est-à-dire c'est ce que j'aimerais faire. Et on cherche toujours à faire le maximum, mais en fait, on fait plus souvent l'optimum, c'est-à-dire ce qu'on fait avec les moyens qu'on a dans les circonstances. Donc ce que je décris, c'est un idéal, et même si le réel est une vision parfois dégradée de cet idéal. Et finalement, tout ce que je dis, c'est très pré-2020, c'est très pré-Covid, c'est-à-dire que peut-être que tout ce que je dis n'est qu'une archive du temps passé, et que plus jamais l'édition ne ressemblera à ça. L'avenir nous le dira. Donc, c'est la 37e prise, ça commence à être un peu dur quand même pour moi. Que fait un éditeur? Un éditeur a principalement 3 missions. Il sélectionne des textes, il transforme des textes en livres, et après, il accompagne la vie du livre. C'est donc des missions qui sont à la fois intellectuelles et commerciales. On va les détailler. La sélection, ça peut être je me penche sur la boîte à manuscrits, je sélectionne un manuscrit. Ça peut être je suis l'activité de l'édition dans d'autres pays, notamment si je suis un éditeur de littérature étrangère, je repère les textes qui ont du succès, je les lis et je les fais traduire. Ça peut être je m'appuie sur des agents, alors principalement des agents qui représentent des éditeurs américains ou des auteurs-autrices étrangers. Et voilà, super lapsus, j'ai dit américain, parce qu'en fait, on traduit du monde entier, mais c'est vrai qu'on traduit beaucoup des États-Unis. Après, on peut s'appuyer sur des agents pour des auteurs français, mais c'est plus rare. On peut aussi être à l'origine de certains textes, c'est-à-dire passer commande d'une façon ou d'une autre. Un texte de commande n'est pas nécessairement un mauvais texte, ça peut être, il y a des très très bons textes de commande, c'est plus fréquent dans la non-fiction que dans la fiction, mais dans la fiction aussi, il y a des formes de commandes qui sont plus ou moins subtiles. Une forme très frontale, c'est dire, voilà, on a tel héros, il y a plein de gens qui ont déjà écrit dessus, on veut un autre volume sur ce héros par tel auteur. Ou ça peut être simplement suivre un auteur qui publie des nouvelles ou des articles, se dire qu'il a quelque chose d'important à faire, lui mettre dans les mains un sujet, ou le pousser dans une direction, l'accompagner, et avoir un texte à la fin. Donc ça, c'est la sélection des textes. Après, il y a la transformation du texte vers le livre. Il y a tout d'abord un travail éditorial qu'on fait avec l'auteur ou l'autrice qui est plus ou moins étendu. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité parfois quand on est éditeur de ne pas chercher absolument à mettre sa patte, mais parfois arriver de publier des textes qui étaient assez près de leur version d'origine, et parfois c'est les textes publiés sont très différents du texte initial. Il y a un travail de correction qui est fait, généralement par des acteurs professionnels qui sont extérieurs aux maisons d'édition, parfois qui sont intérieurs aux maisons d'édition. Il y a un travail de mise en page qui est fait par une autre personne spécialisée. Il y a un travail de recherche pour la couverture. Puis après, il y a un travail de recherche d'imprimeur. Et ça, c'est la partie transformation
du texte vers le livre. Enfin, la troisième mission de l'éditeur ou de l'éditrice, c'est la partie d'accompagner la vie du livre. Ça commence généralement très en amont de la publication même, c'est-à-dire qu'on commence à communiquer sur le livre souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même une année complète avant sa publication. Et on commence à travailler commercialement un livre plusieurs mois à l'avance, c'est-à-dire que la plupart des éditeurs, mais pas tous, ont ce qu'on appelle un diffuseur-distributeur, c'est-à-dire le distributeur, c'est la personne qui va envoyer les livres vers les librairies et les récupérer quand les libraires n'arrivent pas à les vendre, ce qui arrive malheureusement souvent. C'est pas la faute des libraires, hein. Ne pensez pas que je dis mal des libraires. Et le diffuseur, c'est la puissance commerciale qui va convaincre les libraires de prendre tel ou tel livre en stock. Donc on travaille avec le diffuseur-distributeur plusieurs mois à l'avance pour lui présenter nos programmes, faire lire par ses commerciaux les textes, et leur donner envie de les défendre, et pour qu'ils puissent se dire « Ah, tel libraire, ça va lui plaire, tel libraire, ça lui plaira moins », de manière à ce qu'ils puissent s'organiser. Il y a aussi tout un travail, j'ai parlé de communication, c'est à la fois de la communication digitale, mais surtout de la communication auprès des blogs, auprès de la presse, qui est faite souvent par des professionnels, en fait, qu'on mandate, qui on donne la mission pour ce texte en particulier. Et on accompagne le livre. Idéalement, il faut l'accompagner le plus longtemps possible. C'est vrai qu'un des défauts de l'édition française, notamment, qui est une édition qui produit beaucoup de nouveautés, c'est qu'on passe rapidement aux autres titres. Je pense qu'un des intérêts de l'édition indépendante, c'est qu'on fait moins de titres et qu'on essaie de les accompagner plus longtemps, voire plusieurs années après leur publication. Alors pour revenir à la question sur l'autopublication, c'est que, en fait, vous voyez que il suffit pas d'avoir écrit un texte sur son ordinateur et de le rendre disponible pour qu'il ait été édité. Il y a tout un ensemble de fonctions assez techniques qui demandent parfois beaucoup d'expérience et beaucoup de compétences techniques. Donc si une personne est capable d'intégrer toutes ces compétences, elle peut tout à fait s'auto-éditer. Mais il y a un deuxième point qui rend... Déjà, ce premier point, en fait, est simple à formuler, mais très difficile à faire. Mais le deuxième point qui peut rendre l'auto-édition assez difficile, c'est que l'éditeur ou l'éditrice offre un regard extérieur et offre une résistance parfois à l'auteur qui a besoin de tester ses idées. C'est très difficile d'être à la fois juge et partie. Je pense que c'est une des difficultés que doit surmonter l'auto-édition. Voilà. Et j'espère que j'ai répondu à vos deux questions. J'ai essayé d'être plus bref que la semaine dernière. Deux petites remarques. C'est que d'une part, je pense que ces petites pastilles, même si elles sont petites et très schématiques, elles peuvent être utiles à la fois pour les auteurs et les lecteurs qui sont en fait l'alpha et l'oméga de la chaîne du livre, parce que comme ça, ils peuvent voir que dans toutes ces étapes techniques qui sont nécessaires pour qu'un livre vive vraiment sa vie, il y a des biais qui peuvent apparaître, des malformations, des déformations, des angles morts. Donc il faut être conscient de ces mécanismes pour voir comment les surmonter, c'est-à-dire les accepter tout en voyant comment en tirer le meilleur parti. Et l'autre chose aussi, c'est que je pense que on est à l'aube d'une refonte sans doute de la chaîne du livre après cette crise du Covid. Et un des moyens de reconstruire la chaîne du livre de la manière la plus féconde, c'est que tous les maillons de cette chaîne, que je vous ai un peu décrit en parlant des 3 missions de l'éditeur, tous ces maillons gagneraient à se connaître un peu mieux. C'est-à-dire moi à connaître mieux les libraires, ce que j'essaye de faire, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, les libraires à connaître mieux les éditeurs, et puis les éditeurs, les libraires à mieux connaître les diffuseurs et distributeurs, enfin les besoins des diffuseurs-distributeurs. Et donc j'espère que c'est une contribution qui est très modeste, mais j'espère que ça peut aider. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions, à me faire des critiques sur le format de ces petites vignettes, et abonnez-vous à cette chaîne. Je vous remercie.